C'était un mardi matin quand le téléphone a sonné. Le numéro était inconnu. En temps normal, je n'aurais jamais décroché, mais un pressentiment m'a poussé à répondre. Une voix douce s'est fait entendre, mais ce qu'elle m'a annoncé m'a glacé. Madame Berenice? Ici Carlos, je suis le gérant de l'horlogerie La Esperanza. J'ai en ma possession un objet ayant appartenu à votre époux. Il est essentiel que vous veniez le voir. Mon cœur a manqué un battement. Francisco était décédé il y a 6 mois. Tout ce qu'il m'avait laissé, c'était sa précieuse montre en or, celle-là même que je ne retrouvais plus nulle part. Je me suis assise au bord du lit, mes jambes ne me soutenaient plus. Monsieur Carlos. De quelle montre s'agit-il? Ai-je demandé, la gorge nouée. Une montre en or, madame. Avec les initiales F, M gravées à l'arrière. Elle m'a été vendue il y a 3 jours par votre fils et votre belle-fille. Mais lorsque j'ai ouvert le boîtier pour effectuer une réparation, j'y ai trouvé quelque chose dont il n'avait probablement pas connaissance. Et je pense que vous devriez venir voir ça de vos propres yeux. Ces paroles résonnaient dans ma tête comme un coup de tonnerre. David et Valeria. Ils avaient vendu la montre de Francisco. Celle qui m'était destinée. L'unique souvenir tangible de notre vie commune de 45 ans. La pièce s'est mise à tourner autour de moi. Cette montre ne leur appartenait pas, elle m'appartient, ai-je soufflé. Je m'en doutais, madame. C'est pour cela que je vous ai appelé. J'ai le sentiment que tout cela cache quelque chose de bien plus important. Peut-être que votre famille est passée à côté de quelque chose de fondamental. Pourriez-vous venir à la boutique aujourd'hui? J'ai raccroché, les doigts tremblants. Puis je me suis dirigée vers ma commode, là où je conservais encore les rares objets précieux à mes yeux. J'ai ouvert le tiroir du haut, celui où j'avais mis la montre la dernière fois que je l'avais portée. Il était vide. Complètement vide. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment n'avais-je rien vu? Un souvenir m'est revenu. La dernière fois que j'avais vu Francisco avec cette montre. Un dimanche matin. Je préparais le café, et il est venu me serrer tendrement dans ses bras. Comme toujours, elle brillait à son poignet. Bérénice, mon cœur, cette montre est avec moi depuis notre mariage. Quand je ne serai plus là, je veux qu'elle t'appartienne. Ce n'est pas juste un bijou. C'est le symbole de tout le temps que nous avons partagé. Chaque minute gravée en elle, je l'ai passée à tes côtés. Je lui avais souri et lui avais dit de ne pas parler de ces choses-là, que nous avions encore de nombreuses années devant nous. Mais il avait insisté, promets-moi de la garder toujours. Elle a plus de valeur que tu ne l'imagines. Je lui avais promis, comme je le faisais toujours avec ses demandes. Maintenant, des mois après sa mort, cette promesse avait été rompue. Non pas par moi, mais par notre propre fils. J'avais revêtu la robe verte que Francisco aimait en me voir porter. Si je voulais récupérer ce qui m'appartenait, je le ferais dignement. Je suis arrivée à la boutique de montres La Esperanza à 15 heures. Carlos était un homme d'un certain âge, aux cheveux gris et au regard bienveillant. Sonora Bérénice, je suis contente que vous soyez venue. J'ai la montre ici, mais avant de vous la montrer, j'ai une question à vous poser. Votre mari vous a dit un jour qu'elle avait quelque chose de spécial, quelque chose qui allait au-delà de sa valeur sentimentale. Je secouai la tête. Francisco était un homme réservé, mais il ne me cachait jamais rien d'important, du moins c'est ce que je croyais. Carlos disparut au fond du magasin et revint avec une petite boîte. À l'intérieur se trouvait la montre de Francisco, mais il y avait aussi autre chose. Une toute petite clé et un morceau de papier plié. Votre mari était très malin, madame. Il avait fabriqué un double fond à la montre. Quand je l'ai ouverte pour la réparer, celui-ci est tombé. Le papier portait l'écriture de Francisco. J'ai immédiatement reconnu son écriture soignée. Bérénice, si vous lisez ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé et que quelqu'un a essayé de vous voler ce qui vous appartient. Cette clé ouvre quelque chose que vous seul devriez savoir. Rendez-vous à la Banque Centrale, agence du centre-ville. Demandez le coffre-fort numéro 1247. Dites-leur que vous êtes l'unique bénéficiaire. Les documents sont en règle. Je vous aime, et ceci est pour que vous ne dépendiez de personne. Mes mains tremblaient en lisant les mots de mon mari. J'avais tout prévu. Je savais que quelque chose comme ça pouvait arriver. Carlos me regardait avec une expression compatissante. Votre mari m'avait payé d'avance pour les réparations il y a plus d'1 an. Il m'a dit que si quelqu'un d'autre que vous apportait cette horloge, je devais l'ouvrir et vous appeler immédiatement. C'était un homme très prévoyant. J'ai pris l'horloge, la clé et le papier, les mettant dans mon sac comme s'ils étaient les trésors les plus précieux du monde, ce qu'ils étaient effectivement. Merci, Carlos. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi. Il a souri. J'aimais beaucoup votre mari.
Nous avons parlé plusieurs fois lorsqu'il est venu faire réviser l'horloge. Il parlait toujours de vous avec tant d'amour. Il disait que vous étiez la femme la plus forte qu'il connaissait, mais que le monde rendait parfois les personnes fortes faibles. Il voulait s'assurer que vous ne ressentiez jamais cela. J'ai quitté l'horlogerie le cœur battant. Francisco avait veillé sur moi-même après sa mort, mais je ressentais aussi un mélange de douleur et de trahison. Mon propre fils avait vendu la seule chose que son père m'avait laissée, sans me demander mon avis, sans me considérer, comme si j'étais invisible dans ma propre maison. Je suis arrivée à la maison avec la montre de Francisco serrée contre ma poitrine. La maison était silencieuse, mais je savais que David et Valeria étaient dans le salon à regarder la télévision. Ils faisaient toujours ça après le déjeuner. Je suis montée dans ma chambre en essayant de ne pas faire de bruit. J'avais besoin de digérer tout ce que j'avais découvert avant de les affronter. Je me suis assise sur le lit que j'avais partagé avec Francisco pendant tant d'années. L'horloge fonctionnait toujours parfaitement. Tick. Tic, tic, comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas été trahie par les mains de mon propre fils. J'ai relu le mot de Francisco. Son écriture, toujours si soignée, me rassurait et me donnait de la force en même temps. J'avais pensé à tout, même à la possibilité que notre fils puisse me trahir de cette façon. Je me souvenais comme les choses avaient changé après les funérailles. Au début, David et Valeria semblaient inquiets pour moi. Ils venaient me voir, m'apportaient à manger, s'assuraient que j'allais bien, mais petit à petit, leurs visites se sont multipliées et leurs intentions sont devenues moins claires. « Maman, cette maison est trop grande pour toi toute seule », m'avait dit David un après-midi. « Pourquoi ne viens-tu pas vivre avec nous ? Tu pourrais vendre la maison et utiliser cet argent pour te sentir plus à l'aise. » J'avais immédiatement rejeté l'idée. Cette maison abritait 40 ans de souvenirs. Chaque recoin avait quelque chose de Francisco. Je ne pouvais pas partir. Je ne voulais pas partir. Mais David insistait. Et Valeria aussi. Vérénice, nous ne voulons que le meilleur pour toi. À ton âge. Vivre seul peut être dangereux. Que se passe-t-il si tu tombes ? Que se passe-t-il si tu tombes malade ? Ces paroles semblaient inquiètes, mais il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'aimais pas, une froideur que je n'avais jamais vue auparavant, comme s'il calculait quelque chose. Puis les visites plus envahissantes ont commencé. Valeria a commencé à fouiller dans mes affaires. Je suis en train de ranger. Vérénice, tu as accumulé tant de choses. Mais je savais qu'elle n'organisait pas, qu'elle faisait l'inventaire. David a commencé à me poser des questions sur mes finances. Maman, as-tu tous tes papiers en ordre ? Sais-tu où est ton testament ? As-tu une assurance vie ? Des questions qu'un enfant inquiet pourrait poser, mais dans sa bouche, elles sonnaient différemment. Un après-midi, il y a un mois, je les ai entendus discuter dans la cuisine. Ils pensaient que je dormais dans ma chambre, mais j'étais descendue chercher un verre d'eau. La montre en or de papa doit valoir une fortune, a murmuré Valeria. Pourrais-tu la vendre et utiliser l'argent pour l'entreprise ? Je ne sais pas, Bal, c'est la seule chose qu'il a laissée à maman. Elle le remarquera. David, ta mère vieillit. Elle oublie beaucoup de choses ces derniers temps. On peut lui dire qu'on l'a apportée chez elle pour la faire réparer. Le temps qu'elle s'en souvienne, on aura réglé nos problèmes d'argent. Et si elle pose des questions, on lui en achètera une copie bon marché, elle ne verra pas la différence. J'étais paralysée, écoutant ma belle-fille comploter pour me cambrioler. Et le pire, c'est que mon propre fils envisageait la même idée. Je suis montée dans ma chambre en silence, le cœur brisé. Ce soir-là, j'ai rangé la montre dans le tiroir de ma commode, pensant qu'elle y serait en sécurité. Quelle idiotie j'avais eue, quel aveuglement j'avais eu pendant tous ces mois. Maintenant, assise dans mon lit avec la montre, je comprenais tout. Ils n'avaient pas vendu la montre par désespoir, ils l'avaient vendue par cupidité. Ils avaient prévu de voler la seule chose que Francisco m'avait laissée, et ils l'avaient fait avec une froideur qui m'avait glacé l'âme. J'ai entendu des pas dans l'escalier. David montait dans ma chambre. J'ai vite rangé la montre, la clé et le mot dans mon sac. « Maman, ça va ? Je t'ai entendu arriver, mais tu n'es pas descendue me dire bonjour. » J'ai ouvert la porte de ma chambre. David était là, avec ce sourire faux que j'avais appris à reconnaître ces derniers mois. « Je vais bien, mon fils. Je me reposais juste. Es-tu allé chez le médecin ? On t'a vu partir ce matin. Je suis allé faire quelques courses. Ce n'était pas un mensonge. J'étais allé récupérer ce qui m'appartenait. » David a hoché la tête, mais ses yeux ont scruté ma chambre comme s'il cherchait quelque chose ou vérifiait qu'il y avait encore quelque chose. Maman, Valeria et moi avons réfléchi. On pense que tu devrais sérieusement envisager d'emménager avec nous. Cette maison est trop grande pour toi. On en a parlé, David. Je ne déménage pas. Mais maman, réfléchis Y.
Tu pourrais vendre la maison, investir cet argent et vivre en paix avec nous. On s'occuperait de tout. De tout. Comment ont-ils pris soin de la montre de ton père? David Pallet. L'espace d'un instant, son masque tomba, et je vis la panique dans ses yeux. Quelle montre, maman? La montre en or de ton père, celle qu'il m'a laissée en héritage. Celle qui n'est plus sur ma commode. Maman, je ne sais pas de quoi tu parles. David, ne me mens pas. Je sais qu'ils l'ont vendue. Je sais qu'ils l'ont vendue sans me le dire. Je sais qu'ils me pensaient si vieille et si stupide que je ne m'en rendrais pas compte. Mon fils resta silencieux. Son visage passa de la panique à la défensive. Maman, on voulait juste aider. L'entreprise traverse une période difficile. On avait besoin d'argent, et toi, tu ne portes jamais la montre. On pensait qu'elle ne te manquerait pas. Et moi, pas moi? C'était la seule chose que ton père m'avait laissée, la seule chose que j'avais de lui. Maman, n'exagère pas. Papa t'a laissé cette maison, ses souvenirs, c'est. Ton père m'a laissé cette montre, il me l'a donnée la veille de sa mort. Il m'a fait promettre d'en prendre toujours soin, et tu viens me dire qu'elle ne me manquerait pas. David baissa la tête. Maman, je suis désolée, mais c'est fini. On avait besoin d'argent. C'est fini. C'est tout ce que tu as à dire. Maman, quand les affaires reprendront, on t'achètera une autre montre, une plus belle. Je le regardai droit dans les yeux. Cet homme n'était plus mon fils. C'était un étranger. Un étranger qui vivait chez moi depuis des mois et qui complotait pour me voler. David. Descends et dis à Valéria que vous devriez monter tous les deux. Il faut qu'on parle, maman. Ce n'est plus la peine, David. Ma voix était d'une fermeté que je n'avais pas montrée depuis des années. David sursauta et quitta la pièce sans rien dire. En attendant, je sortis la montre de mon sac. Je l'ai mis à mon poignet, là où il aurait toujours dû être, là où Francisco voulait qu'il soit. J'ai entendu des pas dans l'escalier. Cette fois, il y avait 2 paires de pieds. David et Valéria montaient ensemble. Il lui avait sûrement déjà dit que je savais tout. Je me suis mise devant la fenêtre, dos à eux, quand ils sont entrés dans ma chambre. Je voulais qu'ils voient ce qu'ils avaient fait. Je voulais qu'ils voient une femme qui ne se laisserait plus traiter comme si elle était invisible. Vérénice, David m'a dit que tu étais contrariée à cause de l'horloge, a dit Valéria de cette voix douce et fausse que j'avais appris à détester tant. Je me suis retournée lentement. Ils se tenaient tous les deux sur le seuil de ma chambre comme des enfants surpris en train de faire quelque chose de mal. Contrary E. Ils pensent que je suis contrariée. Ma voix était calme, mais j'avais l'impression que chaque mot était empreint d'une dignité que j'avais oubliée. Vérénice, on peut s'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, Valéria. Tu es entrée dans ma chambre, tu as pris ce qui ne t'appartenait pas et tu l'as vendu. Tout ce que je veux savoir, c'est si tu pensais vraiment que j'étais assez stupide pour ne pas le remarquer. David et Valéria se regardèrent. À cet instant, j'ai compris qu'ils avaient fait exactement cela. Ils avaient parié sur ma faiblesse, ma vieillesse, ma prétendue confusion. Sais-tu ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas qu'ils aient vendu la montre, c'est qu'ils pensaient pouvoir le faire. Valéria fut la première à rompre le silence. Sa voix n'avait plus sa fausse douceur habituelle. Elle semblait maintenant irritée, comme si c'était moi qui faisais quelque chose de mal. Vérénice, ne dramatise pas. C'était juste une vieille montre. Nous avons des dépenses, nous avons des responsabilités. L'entreprise traverse une crise, et nous avions besoin de cet argent. Juste une vieille montre. Je répétais ces mots lentement, sentant combien chaque syllabe me faisait mal. C'était pour toi. Juste une vieille montre. David fit un pas en avant. Maman, Valéria a raison. Nous avons une entreprise à gérer, des employés à payer. Tu es à la retraite maintenant, tu n'as plus ces soucis. Je les ai regardés, mon fils et ma belle-fille, 2 personnes qui avaient partagé ma table pendant des années, qui avaient reçu mon affection, ma nourriture, mes soins lorsqu'ils étaient malades. Et ils étaient là, à justifier leur droit de me voler, et que cela leur donnait le droit de prendre ce qui ne leur appartenait pas. Valéria soupira d'exaspération. Veronice, Soyens Realists. Tu vis dans une maison trop grande pour toi. Tu ne travailles pas, tu ne produis rien. C'est nous qui devons assurer l'avenir de cette famille. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Je ne travaille pas, je ne produis rien. Comme si les 45 années passées à m'occuper de Francisco, à élever David, à entretenir cette maison, ne signifiaient rien, comme si toute ma vie n'avait servi à rien. Ah, je vois. Puisque je ne produis rien, tu as le droit de prendre le peu que j'ai. Ce n'est pas ça, maman. David essaya de se montrer conciliant. C'est juste que, tu as déjà vécu ta vie. Nous, on commence la nôtre. C'est normal que les anciens aident les plus jeunes. À l'aide.
Ils appellent voler, aider. Valéria leva les yeux au ciel. On n'a rien volé, Vérénice. La montre prenait la poussière. Au moins, on a utilisé l'argent à bon escient. À bon escient, oui, pour l'entreprise, pour gagner plus d'argent, pour assurer notre avenir. Et mon avenir, ma sécurité, ça n'a pas d'importance. David Supera. Maman, tu as déjà ta retraite, tu as cette maison, tu n'as besoin de rien d'autre. Qui décide de ce dont j'ai besoin? Les filles, Vérénice, soyons pragmatiques. Valéria croisa les bras. Tu ne te marieras pas à nouveau. Tu n'auras plus d'enfants. Tu ne commenceras pas une nouvelle vie. Cette montre n'était qu'un souvenir pour toi. Pour nous, c'était une opportunité. Ces mots me transpercèrent l'âme. C'était vrai que je ne me remarierais pas. C'était vrai que je n'aurais plus d'enfants. Mais ça ne signifiait pas que ma vie était finie. Ça ne signifiait pas que je n'avais plus le droit de garder les souvenirs de la seule vie que j'avais jamais eue. Tu sais quoi, Valéria? Tu as raison. Je ne me remarierai pas. Mais cette montre n'était pas qu'un souvenir. C'était la preuve que quelqu'un m'aimait. C'était la preuve que ma vie comptait pour quelqu'un. Maman, papa t'aimait beaucoup. Ça ne changera jamais. Pas besoin de montre pour s'en souvenir. David, tu ne comprends pas. Quand on grandit, quand on devient invisible aux yeux du monde, ce sont ces petites choses qui te rappellent qu'on a été important pour quelqu'un. Valeria Renafla. Oh, Vérénice, comme tu es dramatique. Tu n'es pas invisible. Tu es là, tu vas bien. Tu as une famille. J'ai une famille. Une famille qui entre dans ma chambre et prend ce qu'elle veut. Une famille qui décide pour moi de ce dont j'ai besoin et de ce dont je n'ai pas besoin. Une famille qui me ment en face. On ne t'a pas menti, a dit David. On ne te l'a juste pas dit parce qu'on savait que tu réagirais comme ça. Comme si on exagérait, qu'on faisait tout un plat de quelque chose qui n'était pas si important. Je suis restée silencieuse un instant. J'ai regardé mon fils. Je croyais sincèrement ce qu'il disait. Je pensais sincèrement que mes sentiments n'étaient pas valables, que ma douleur n'était pas importante. David, tu te souviens quand tu avais 8 ans et que tu as perdu ton ballon de foot préféré? Quel rapport? Tu te souviens comme tu as pleuré? Tu te souviens comment ton père et moi avons remué ciel et terre pour le retrouver? Tu te souviens comment on a parcouru tout le quartier à sa recherche jusqu'à ce qu'on le trouve? Oui, je m'en souviens. Pourquoi crois-tu qu'on a fait ça? C'était juste un ballon. On aurait pu t'en acheter un autre. David est resté silencieux. On l'a fait parce que c'était important pour toi, parce qu'on comprenait que ce ballon avait une signification particulière pour toi. Peu importe que pour nous ce ne soit qu'un ballon. Pour toi, c'était ton trésor. Maman, ce n'est plus pareil. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est moi qui souffre. Parce que maintenant, c'est moi qui ai perdu quelque chose d'important. Valéria soupira d'impatience. Vérénice, compares-tu la situation d'un enfant à celle d'un adulte? Nous avons de vraies responsabilités, et mes sentiments ne sont pas réels. Tes sentiments sont basés sur le passé, les nôtres sont basés sur l'avenir. Je la fixai du regard. Cette femme était entrée dans ma famille, avait mangé à ma table, avait reçu mon affection pendant des années, et elle était là, à me dire que mes sentiments n'avaient aucune importance parce qu'ils étaient basés sur le passé. Valéria, sais-tu la différence entre toi et moi? Quoi? Que j'ai construit mon passé sur l'amour, et que tu construis ton avenir sur le vol. Son visage devint rouge de rage. Comment oses-tu? Nous ne sommes pas des voleurs. Oh non. Comment appelle-t-on prendre quelque chose qui ne nous appartient pas sans la permission du propriétaire? C'est différent. On est une famille. Être une famille, c'est avoir le droit de voler. David Intervent. Maman, ça suffit. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas remonter le temps. Tu as raison, David. Ils ne peuvent pas remonter le temps, mais ils peuvent rendre la montre. Comment allons-nous la rendre? On l'a déjà vendue, alors rachète-la. Valéria rit d'un air sarcastique. Avec quel argent? On t'a déjà dit qu'on était en crise. Avec l'argent qu'ils ont reçu de la vente. On a déjà utilisé cet argent pour l'entreprise. Il est déjà investi. Alors, cède-le. Ce n'est pas si simple, Vérénice. L'argent est déjà engagé. Je les ai regardés tous les deux. Ils ne comprenaient vraiment pas l'ampleur de ce qu'ils avaient fait. Ils pensaient vraiment avoir le droit de disposer de ma vie, de mes affaires, de mes sentiments. Sais-tu ce qui me fait le plus mal dans tout ça? Ils sont restés silencieux. Ce n'est pas qu'ils ont vendu la montre, c'est qu'ils n'ont pas pensé à me demander, c'est qu'ils ont supposé que mes sentiments n'avaient pas d'importance, c'est qu'ils ont décidé pour moi ce qui était important et ce qui ne l'était pas. Maman, si on t'avait demandé, tu aurais dit non. Et ça ne leur dit rien?
Ça ne leur dit pas qu'ils n'avaient peut-être pas le droit de la prendre? David baissa la tête. Pour la première fois depuis le début de cette conversation, il semblait sincèrement désolé. Maman, je suis désolé. Vraiment, mais on ne peut plus rien changer à ce qui s'est passé. Tu as raison, David. Ils ne peuvent plus rien changer à ce qui s'est passé. Mais ils peuvent décider de ce qu'ils vont faire maintenant. Que veux-tu qu'on fasse? Je veux qu'ils reconnaissent que ce qu'ils ont fait était mal. Je veux qu'ils comprennent qu'ils m'ont blessé, et je veux récupérer ma montre. Valeria Supera. Vérénice, on t'a déjà dit que l'argent était déjà utilisé. On ne peut pas racheter la montre. Alors trouve un moyen. Et si on ne peut pas? Je la regardai droit dans les yeux. Alors tu vas devoir vivre avec les conséquences de tes actes. Comment ça? Je veux dire que les actes ont des conséquences, et tu vas devoir affronter les tiennes. Le silence qui suivit mes paroles fut assourdissant. David et Valeria se regardèrent comme s'ils attendaient que l'autre dise quelque chose, mais aucun des deux ne parla. Finalement, Valeria rompit le silence avec un rire amer. Les conséquences. Que vas-tu faire, Vérénice? Nous chasser de chez toi, nous empêcher de nous parler? Soyons francs. Tu as plus besoin de nous que nous n'avons besoin de toi. Ces mots me firent l'effet d'un coup de poing dans l'estomac, mais cette fois, au lieu de me faire mal, ils m'apportèrent une clarté que je n'avais pas eue depuis des mois. J'ai besoin de toi. Pourquoi exactement? Pour tout, Vérénice. Pour t'emmener chez le médecin quand tu es malade. Pour t'aider avec les grosses courses, pour prendre soin de toi quand tu ne pourras plus te prendre en charge. Ah, je vois. Tu prends soin de moi en échange de pouvoir utiliser mes affaires quand tu veux. David intervint rapidement. Maman, n'est-ce pas ce que Valeria voulait dire? Oh non. Alors explique-moi ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire qu'on est une famille, qu'on prend soin les uns des autres. Prendre soin les uns des autres, c'est aussi voler. Valeria leva de nouveau les yeux au ciel. Vérénice, veux-tu arrêter d'utiliser ce mot? On ne vole rien. On a pris quelque chose qui était dans la famille et on l'a utilisé pour le bien de la famille. Pour le bien de la famille ou pour le tien. C'est la même chose. Non, Valeria, ce n'est pas pareil. Parce que je fais partie de cette famille aussi, et tu ne m'as pas aidé. Tu m'as fait du mal. Vérénice, tu n'as plus les mêmes besoins que nous. Tu n'as plus à t'inquiéter de l'avenir. Qui a dit que je n'avais pas à m'inquiéter de l'avenir? Qui a dit que je n'avais pas de projet? Qui a dit que je n'avais pas de rêve? Valeria Ritt. Des rêves. Quels rêves peut-on avoir à ton âge? Je la fixai du regard. Cette femme croyait sincèrement qu'après 70 ans, la vie était finie. Elle pensait sincèrement que je n'étais qu'une nuisance attendant la mort. Sais-tu quel était mon rêve, Valeria? Non. Mon rêve était de pouvoir passer mes dernières années en paix dans la maison que j'avais construite avec Francisco, entourée de l'amour de ma famille, en préservant les rares souvenirs qui me restaient d'une vie digne. Et tu peux y arriver. Comment puis-je y arriver si vous continuez à venir dans ma chambre et à prendre tout ce que vous voulez? Comment puis-je y arriver si je ne peux pas faire confiance à ma propre famille? David s'approcha et essaya de me prendre la main. Maman, peux-tu encore nous faire confiance? Je retirai ma main. David, la confiance se construit jour après jour, et tu l'as détruite d'un seul geste. On peut la reconstruire. Comment? En nous donnant une autre chance. Une autre chance. Pourquoi? Pour que tu puisses à nouveau décider de ce dont j'ai besoin et de ce dont je n'ai pas besoin, pour que tu puisses recommencer à prendre ce que tu veux quand tu veux. Valeria soupira d'exaspération. Vérénice, tu dramatises beaucoup. Ce n'est arrivé qu'une fois. Une seule fois. Et ça rend la chose moins grave. Ça rend la chose moins définitive. Valeria, as-tu des bijoux ayant appartenu à ta mère? Oui, j'ai ces boucles d'oreilles en perles. Que ressentirais-tu si j'entrais dans ta chambre, que je prenais ces boucles d'oreilles et que je les vendais pour acheter quelque chose dont j'avais besoin? C'est différent. Pourquoi? Parce que ma mère est toujours en vie. Ah, donc puisque Francisco est mort, ce qu'il m'a laissé n'a plus de valeur sentimentale. Ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Valeria resta silencieuse. Elle n'avait pas de réponse, car elle savait que rien ne justifiait ce qu'ils avaient fait. Sais-tu ce qui me dérange le plus, Valeria? Ce n'est pas que tu ne comprennes pas la valeur sentimentale des choses, c'est que tu fasses semblant de ne pas la comprendre. Je ne fais pas semblant. Si tu fais semblant parce que tu es une femme, parce que tu es une épouse, parce qu'un jour tu seras veuve et quand cela arrivera, tu comprendras exactement ce que je ressens maintenant. Ça n'arrivera pas avant des années. Je l'espère. Mais quand ce sera fini, tu te souviendras de cette conversation et tu comprendras que ce que tu as fait aujourd'hui n'était pas juste prendre une montre, mais prendre ma dignité. David s'assit au bord de mon lit. Pour la première fois de toute la conversation, il semblait vraiment affecté.
Maman, je ne voulais pas te blesser. Vraiment pas, mais tu m'as blessé, David. Je sais, et je suis désolée. Es-tu désolé de m'avoir blessé, ou es-tu désolé parce que je l'ai découvert? Il réfléchit un instant. Je suis désolé de t'avoir blessé. Vraiment? Oui. Alors prouve-le-moi. Comment? Rends-moi ma montre. Maman, on t'a déjà dit qu'on ne pouvait pas. Ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas. Valéria intervint de nouveau. On ne peut pas, Vérénice. L'argent est déjà investi dans l'entreprise. Si on le retire maintenant, on perd tout. Alors tu vas devoir décider ce qui est le plus important, ton entreprise ou ta famille. Pourquoi faut-il que ce soit l'un ou l'autre? Parce que tu as fait l'un ou l'autre en décidant de vendre ma montre sans me demander mon avis. David s'est levé. Maman, s'il te plaît, il doit bien y avoir une autre solution. Quoi? Je ne sais pas, mais quelque chose. David, la solution est simple. Rends-moi ce qui m'appartient. Et si on t'achète une autre montre, une plus belle, plus moderne? Je l'ai regardé avec une profonde tristesse. Je ne comprenais vraiment pas. Après toute cette conversation, je ne comprenais toujours pas que ce n'était pas une question de la montre elle-même. C'était une question de ce que David représentait. Si je brûlais toutes tes photos d'enfance, serais-tu content si je t'achetais un nouvel album avec des photos d'autres enfants? Non, bien sûr que non. Pourquoi? Parce que ces photos ont une valeur sentimentale. Elles sont irremplaçables. Exactement. Et la montre de ton père est irremplaçable non plus. Valeria Supera. Ce n'est rien, Vérénice. On comprend que la montre avait une valeur sentimentale, mais elle est déjà vendue. On ne peut rien y changer. La seule chose qu'on peut faire, c'est passer à autre chose. Passer à autre chose comme si de rien n'était. Comme une famille qui fait des erreurs, mais qui se pardonne. Valéria, le pardon, on le demande, on ne l'exige pas. Nous te demandons pardon. Ils ne me demandent pas de me contenter de ce qu'ils ont fait et de continuer comme si de rien n'était. Que veux-tu qu'on fasse d'autre? Je veux que tu comprennes qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être réparées. Je veux que tu comprennes qu'il y a des blessures qui ne se guérissent pas avec des mots. Et je veux que tu comprennes qu'à partir de maintenant, les choses vont être différentes. Différentes parce que je ne serai plus la vieille idiote qu'ils peuvent manipuler. Différentes parce qu'ils ne pourront plus décider à ma place. Différentes parce qu'ils n'auront plus libre accès à ma vie, à ma maison, à mes affaires. David était inquiet. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu vas devoir regagner ma confiance, et ce ne sera pas facile. Comment pouvons-nous regagner ta confiance? C'est une question à laquelle tu vas devoir répondre. Je ne vais plus te dire quoi faire. Je ne vais plus te faciliter la vie. À partir de maintenant, tu vas devoir me prouver que je mérite ton respect. Valéria croisa les bras. Et en attendant, quoi? Tu vas nous punir comme si on était des enfants. Je ne vais pas les punir, Valéria. Je vais simplement me protéger. Te protéger de quoi? D'être à nouveau blessé. Le silence s'installa à nouveau. Nous étions tous les trois dans ma chambre, conscients que quelque chose avait changé à jamais, que les choses ne seraient plus jamais comme avant, car pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus la victime et il n'était plus aux commandes. Je crois qu'il est temps que tu partes, dis-je finalement. Tu nous mets dehors. Je te demande de partir pour aujourd'hui. Je pense qu'on a assez parlé. David et Valéria se dirigèrent vers la porte. Avant de partir, David se retourna. Maman, ça ne peut pas finir comme ça. David, ça finira comme tu le décideras. Sur ce, ils partirent. Je fermai la porte derrière eux et restai seule dans ma chambre. Seule, j'écoutais les pas de David et Valéria descendre l'escalier. J'entendis la porte d'entrée se fermer plus bruyamment que nécessaire. Puis, dans un silence total, je m'assis sur mon lit et sortis de mon sac la montre de Francisco. Je la tenais entre mes mains, sentant son poids familier. Elle fonctionnait toujours parfaitement, comme si les derniers jours n'avaient pas eu lieu, comme si elle n'avait pas été trahie par des mains censées la protéger. Mais quelque chose avait changé en moi. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus victime. J'avais l'impression d'être une femme qui avait trouvé sa voie, une femme qui en avait assez dit. Je me souvenais des mots que Carlos m'avait dit à l'horlogerie. Francisco lui avait dit que j'étais la femme la plus forte qu'il connaissait. À ce moment-là, je ne me sentais plus forte. Je me sentais invisible, manipulable, vulnérable depuis des mois, mais je comprenais maintenant ce que Francisco avait vu en moi. La force ne se résume pas toujours à crier ou à se battre. Parfois, la force consiste à savoir quand arrêter de se laisser blesser. J'ai pris la petite clé que Carlos m'avait donnée avec le mot de Francisco. Je l'ai tenue à la lumière qui entrait par la fenêtre. Elle était toute petite, mais selon mon mari, elle contenait quelque chose d'important. Va à la banque centrale,
en centre-ville. Demande le coffre-fort numéro 1247. Francisco avait tout prévu. Il savait que le jour viendrait où j'aurais besoin d'être indépendante. Il savait que le jour viendrait où ma propre famille me laisserait tomber. J'ai regardé l'horloge. Il était 17 heures. La banque serait fermée jusqu'au lendemain. Mais peu importe. J'avais attendu 6 mois sans savoir que ce coffre-fort existait. Je pouvais attendre encore une nuit. Ce soir-là, je ne suis pas descendue dîner. Je n'avais pas faim et je ne voulais pas risquer de croiser David et Valeria s'ils décidaient de revenir. De ma fenêtre, je les ai vus arriver vers 20 heures. Je les ai entendus parler dans le salon, mais je n'ai pas compris leurs paroles. Vers 9 heures, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Quelqu'un montait dans ma chambre. Les pas étaient légers. Valeria a frappé doucement à la porte. Vérénice, puis-je entrer ? Non, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous parler. On a assez parlé pour aujourd'hui. Vérénice, s'il vous plaît, juste 5 minutes. Non, Valeria. Je l'ai entendu rester devant ma porte pendant plusieurs minutes. Puis ses pas se sont estompés. 1 heure plus tard, elle a entendu d'autres pas. Cette fois, c'était David. Maman, c'est moi. On pourra parler demain. David, maman, s'il vous plaît, je n'aime pas que les choses restent comme ça. Je n'aimais pas non plus qu'ils vendent ma montre, mais c'est passé. Maman, ne sois pas comme ça. Tout aussi ferme, déterminé, avec des limites, tout aussi froid, David. Je ne suis pas froide, je suis claire. Il resta silencieux un instant. Tu ne m'aimes plus. Maman, cette question me transperça le cœur. David, t'aimer et te laisser me faire du mal sont 2 choses différentes. Je ne voulais pas te faire de mal, mais tu l'as fait. C'était une erreur. C'était une décision, et les décisions ont des conséquences. Lesquelles ? Les conséquences ? On verra ça demain. Qu'est-ce que tu vas faire demain ? Je vais commencer à prendre soin de moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne vais plus m'attendre à ce que tu prennes soin de moi. Je vais prendre mes propres décisions concernant ma vie. Maman, tu me fais peur ? Je ne te fais pas peur, David. Je te préviens. Après ça, je n'ai plus entendu de pas. Le silence est tombé dans la maison. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Non pas par anxiété ou par peur, mais par un étrange sentiment de liberté que je n'avais pas ressenti depuis des années, comme si j'avais porté un poids dont j'ignorais l'existence et qu'il avait enfin été enlevé de mes épaules. À 6 heures du matin, je me suis levée, j'ai pris une douche et j'ai enfilé ma plus belle robe, la rouge que Francisco m'avait offerte pour notre dernier anniversaire. Si je devais découvrir ce que mon mari m'avait laissé, je voulais le faire en me sentant comme la femme qu'il avait aimée. J'ai pris mon petit déjeuner seul dans la cuisine. David et Valeria dormaient encore. J'ai laissé un mot sur la table et je suis sortie faire quelques courses. Vérénice. La banque centrale ouvrait à 9 heures. Je suis arrivée à 9h05. Bonjour. Je suis ici pour un coffre-fort. Numéro 1247. L'employé, une jeune femme brune au sourire amical, m'a demandé ma carte d'identité et la clé. Madame Vérénice, oui, vous êtes inscrite ici comme seule bénéficiaire autorisée. Votre mari, Francisco, a ouvert ce coffret il y a 2 ans. C'est la première fois qu'il vient y accéder. Oui, c'est la première fois. Très bien, veuillez m'accompagner. Elle m'a conduite dans une petite pièce privée et tranquille. Elle a apporté une boîte en métal et l'a posée sur la table. Prenez tout votre temps, madame. Quand vous aurez terminé, sonnez et je viendrai vous aider. Elle est partie et a fermé la porte derrière elle. Je suis restée seule avec le coffret que Francisco avait préparé pour moi. Je l'ai ouvert d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient plusieurs livres. Le premier portait mon nom écrit de la main soignée de Francisco. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire. Ma chère Vérénice, si vous lisez cette lettre, c'est que quelque chose m'est arrivé et que quelqu'un a essayé de vous prendre ce qui vous appartient. Je connaissais notre fils. Je l'aime profondément, mais je connais aussi ses faiblesses, et je connais Valeria. Je sais que s'il m'arrivait quelque chose, il pourrait essayer de te convaincre que tu dépends d'eux. Je veux que tu saches que ce n'est pas le cas. Mes yeux se sont remplis de larmes. Francisco me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Il avait prédit exactement ce qui s'était passé. Dans cette boîte, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour devenir indépendante. Il y a les documents pour un compte d'épargne à ton nom. Il y a le testament, pas celui que j'ai laissé chez l'avocat de la famille. Et il y a autre chose. J'ai continué à lire, le cœur battant. Vérénice, pendant toutes ces années, j'ai caché de l'argent. Pas beaucoup chaque mois, mais constamment. C'était pour ta sécurité, pour que tu ne dépendes jamais de qui que ce soit,
pour que tu puisses vivre dignement quoi qu'il arrive. J'ai fouillé la boîte et trouvé une épaisse enveloppe de documents bancaires. Je les ai rapidement scannés. Francisco déposait de l'argent sur un compte à mon nom depuis 15 ans. Le montant final m'a coupé le souffle. C'était suffisant pour vivre confortablement jusqu'à la fin de mes jours. C'était suffisant pour être indépendante. C'était suffisant pour ne plus jamais avoir à supporter d'être traitée comme si j'étais invisible. Il y avait une autre enveloppe avec un acte de propriété. Francisco avait acheté une petite maison sur la plage, à 2 heures de la ville. Elle était également à mon nom. Cette maison est pour toi si jamais tu décides de prendre un nouveau départ. Elle est entièrement payée. Elle est petite mais confortable. Elle a un jardin où tu peux planter les fleurs que tu aimes. Elle est à toi quand tu en as besoin. Il y avait une dernière enveloppe, plus petite. Je l'ai ouverte et à l'intérieur se trouvait une photo de nous, prise le jour de notre mariage. Au dos, Francisco avait écrit « À la femme la plus courageuse que je connaisse, ne laisse personne te faire croire le contraire ». Assise dans cette petite pièce de la banque, j'ai pleuré, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de gratitude. De la gratitude envers un homme qui m'avait aimé, au point d'avoir prévu ma liberté même après sa mort. Francisco savait que ce jour pouvait arriver. Il savait que le moment viendrait où je devrais choisir entre ma dignité et ma famille, et il m'avait donné les moyens de choisir ma dignité. J'ai mis tous les documents dans mon sac, j'ai sonné et l'employé est revenu. Tout va bien, madame. Tout est parfait. Voulez-vous garder le coffre-fort? Non, je n'en ai plus besoin. J'ai quitté la banque avec le sentiment d'être une autre femme. Je n'étais plus la même Vérénice que ce matin-là. J'étais une femme avec des options, une femme de pouvoir, une femme capable de prendre ses propres décisions. J'ai arpenté les rues du centre-ville en pensant à tout ce que j'avais découvert. Francisco ne m'avait pas seulement laissé de l'argent, il m'avait laissé la liberté. Il m'avait laissé la possibilité de vivre sans peur, sans manipulation, sans avoir à supporter le manque de respect. Mais il m'avait aussi laissé une décision à prendre. Que allais-je faire de cette nouvelle réalité? En rentrant, David et Valeria m'attendaient dans le salon. Ils avaient l'air anxieux, comme s'ils se disputaient depuis leur réveil. « Maman, où étais-tu? » « Tu nous as inquiétés, » dit David en se levant. Il faisait des courses, comme le disait le mot que j'avais laissé. « Quel genre de courses? » demanda Valeria d'un ton soupçonneux. « Des courses personnelles. » Je me dirigeai vers l'escalier pour monter dans ma chambre, mais David m'interpella. « Maman, il faut qu'on parle. Valeria et moi avons passé toute la nuit à réfléchir à ce qui s'était passé hier. » « Ah oui. Et à quelle conclusion es-tu arrivée? » On a conclu qu'il fallait trouver une solution qui convienne à tout le monde. À tout le monde, ou à toi? Valeria est venue. Vérénice, on veut te dédommager pour la montre. On a trouvé un moyen de te rembourser. Comment? On peut t'emprunter aux parents de Valeria? A dit David. On t'achètera une autre montre, comme celle qu'on a vendue. Je les ai regardés tous les deux. Ils ne comprenaient toujours pas. Après tout ce qui s'était passé, ils pensaient toujours que c'était une question d'argent. David, Valeria, asseyez-vous. Ils se sont assis sur le canapé, me regardant avec impatience. Je suis restée debout. Tu crois vraiment que c'est une question d'argent? Ce n'est pas une question d'argent, a demandé Valeria. Non, Valeria, ce n'est pas une question d'argent. Alors de quoi s'agit-il? C'est une question de respect. Est-ce une question de confiance? C'est d'être traité comme si j'étais invisible chez moi. David a froncé les sourcils. Maman, on te respecta. Il me respecte. Entrer dans ma chambre sans permission, c'est me respecter. Prendre mes affaires sans me demander, c'est me respecter. Décider pour moi de ce dont j'ai besoin, c'est me respecter. Maman, c'était une erreur de jugement. Nous l'avons admis. Une erreur de jugement, David. Tu avais planifié ça. Je t'ai entendu parler dans la cuisine il y a un mois. J'ai entendu quand Valeria t'a dit que tu pouvais me dire que l'horloge avait été volée pour être réparée. Valeria est devenue pâle. Tu nous as entendus, et j'ai su à ce moment-là que ma propre famille prévoyait de me voler. Tu sais ce que ça fait? Vérénice, nous non. Valeria. Ne me mens plus, ne fais plus semblant. Je sais exactement ce que tu pensais de moi. Je sais exactement comment tu me vois, comment nous te voyons. Comme une nuisance, comme une vieille femme qui ne sert plus à rien, comme quelqu'un dont les opinions ne comptent pas, comme quelqu'un qui peut être facilement manipulé. David s'est levé. Maman, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, explique-moi pourquoi tu ne m'as jamais demandé si tu pouvais vendre la montre. Parce qu'on savait que tu allais dire non. Exactement. Tu savais que j'allais dire non, mais tu as décidé de le faire quand même.
Ça ne te dit rien sur ce que tu penses vraiment de mon opinion. Valeria Supera. Vérénice, parfois les adultes doivent prendre des décisions difficiles. Les adultes. Et moi, je suis quoi? Tu es sage. Tu n'as plus les mêmes responsabilités. Ah, donc puisque je n'ai plus les mêmes responsabilités, je n'ai plus les mêmes droits. Ce n'est pas ça. Alors, Valeria? Explique-moi. Explique-moi pourquoi tu avais le droit de disposer de mes biens. Elle resta silencieuse. Elle n'avait aucune explication, car il n'y en avait aucune. Sais-tu ce qui me fait le plus mal dans tout ça? Ce n'est pas que tu aies vendu la montre, c'est que tu aies supposé que j'étais si faible, si inutile, si dépendante de toi, que tu pouvais faire ce que tu voulais de moi. Maman, on ne t'a jamais cru inutile, dit David. Non. Alors pourquoi ne m'as-tu pas consulté? Pourquoi? Parce qu'on pensait que tu allais t'inquiéter inutilement. T'inquiéter inutilement pour mon propre héritage. Maman, l'entreprise était en difficulté. On avait un besoin urgent d'argent. On n'avait pas le temps pour de longues discussions. David, combien de temps t'aurait-il fallu pour me dire, maman, l'entreprise est en difficulté. Pourrais-tu nous aider en vendant la montre de papa? Tu aurais dit non. Peut-être, ou peut-être que j'aurais dit oui, mais on ne le saura jamais, parce que vous avez décidé que mon avis n'avait pas d'importance. Valeria se leva. D'accord, Vérénice. On comprend que tu sois contrariée. On comprend qu'on ait fait une erreur. Que veux-tu qu'on fasse pour arranger ça? Tu veux vraiment arranger ça? Oui. Ou tu veux que je me taise et que je redevienne la soumise que j'étais avant? On veut que les choses reviennent à la normale. Valeria, la normale, c'était que tu me manques de respect et que je le permette. Cette normalité, c'est fini. David S. Approacher. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je dis que les choses vont changer. Quel genre de changement? Pour commencer, vous n'aurez plus libre accès à cette maison. Si vous voulez venir, vous devrez frapper à la porte et me demander la permission. Vous nous interdisez l'accès à votre maison. Je vous demande de me respecter suffisamment. Assez pour demander avant d'entrer. Mais c'est notre maison depuis des années. Non, David, c'est ma maison. Tu es le bienvenu ici depuis des années, mais être le bienvenu est un privilège, pas un droit. Valeria croisa les bras. Et si nous n'acceptons pas ces nouvelles règles, alors tu vas devoir décider ce qui est le plus important, ta fierté ou ta relation avec moi. Bérénice est très extrême. Extrême, Valeria. Te demander de me traiter avec respect, c'est extrême. Non, mais me couper l'accès à la maison, c'est extrême. Tu sais ce qui était extrême? Entrer dans ma chambre et me voler. C'était extrême. David se rassit, se passant les mains sur le visage. Maman, ça devient incontrôlable. Non, David, je reprends le contrôle. Pour la première fois depuis des mois, je suis maître de ma vie. Qu'est-ce qui va encore changer? Tu ne prendras plus de décision concernant ma vie sans me consulter. Tu ne présumeras plus que tu sais ce qui est le mieux pour moi. Tu ne me traiteras plus comme un fardeau. Maman, on ne me traite jamais comme un fardeau. Non. Alors pourquoi, à chaque fois que tu venais me voir, tu me proposais de vendre la maison? Pourquoi toutes les conversations se terminaient-elles par toi, qui me disais que je devrais emménager avec toi? Parce qu'on tenait à toi, non, David, parce que tu voulais me contrôler, parce que tu voulais avoir accès à mes biens, parce que tu voulais que je sois entièrement dépendante de toi. Valeria se leva à nouveau. Ok, Verenice. je pense que tu as besoin de temps pour te calmer. Quand tu seras prête à être raisonnable, on pourra parler. Être raisonnable, Valeria. Défendre mes droits n'est pas déraisonnable. Défendre les tiens, c'est bien, mais nous punir comme si on était des enfants, c'est mal. Je ne te punis pas, je t'éduque. Je nous éduque. Oui, je t'apprends que tes actes ont des conséquences. Je t'apprends que tu ne peux pas me traiter comme tu veux sans qu'il y ait des répercussions. David Supera. Et combien de temps cette éducation va-t-elle durer? Jusqu'à ce que tu apprennes ta leçon. Quelle est la leçon? Que je mérite le respect. Que mon opinion compte, que je ne t'appartiens pas. Valeria attrapa son sac à main. Allez, David. Il est évident que ta mère n'est pas en état d'avoir une conversation d'adulte. Jairi. Une conversation d'adulte. Valeria, une conversation d'adulte implique de reconnaître ses torts. Cela implique de demander sincèrement pardon. Cela implique de faire de vrais changements pour réparer les dommages causés. Nous t'avons déjà demandé pardon. Non, tu m'as demandé de te pardonner. Ce sont deux choses très différentes. David se leva. Maman, ça ne peut pas continuer. On est une famille, David. Être une famille ne signifie pas que tu peux me maltraiter.
Être une famille signifie se respecter mutuellement. Et si on ne trouve pas d'accord, je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors chacun de notre côté. Es-tu prêt à perdre ta famille pour une montre, David? C'est toi qui as été prêt à perdre ma confiance pour une montre. Je défends juste ce qui me reste de dignité. Ils se dirigèrent vers la porte sans un mot. Avant de partir, David se retourna. Maman, j'espère que tu vas changer d'avis. David, j'espère que tu vas changer d'avis. Et ils partirent. Je restais seule dans mon salon, mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais abandonnée. Je me sentais libre. Les jours suivants passèrent dans un silence étrange, mais libérateur. David et Valéria ne vinrent pas, ne m'appelèrent pas. C'était comme s'ils avaient décidé de me traiter en silence, attendant que je le fasse en premier. Mais pour la première fois depuis des années, le silence ne me dérangeait pas. Au contraire, il me laissait le temps de réfléchir, de planifier, d'imaginer ce que je voulais pour le reste de ma vie. J'ai sorti les documents que Francisco m'avait laissés et les ai étudiés attentivement. La maison de plage était petite, mais belle. Sur les photos qui accompagnaient l'acte de propriété, elle était pittoresque, avec un jardin donnant directement sur l'océan. Francisco avait bien choisi. Mon compte en banque était assez riche pour que je vive confortablement sans dépendre de personne. Je pouvais rester dans cette maison si je le voulais, déménager à la plage si je préférais, voyager, faire ce que je voulais. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais de vraies options. Mercredi après-midi, j'ai décidé d'appeler un taxi et d'aller voir la maison de plage. Il fallait que je la voie de mes propres yeux. Le trajet a duré exactement 2 heures. Le chauffeur de taxi, un homme âgé nommé Louis, était bavard et aimable. Des vacances, madame? En quelque sorte. Oui. Comme c'est agréable. À notre âge, il est important de profiter de la vie, vous ne trouvez pas? Tu as raison, Louis, tout à fait raison. En arrivant à l'adresse, je n'en croyais pas mes yeux. La maison était parfaite, petite, certes, mais parfaite pour une personne. Elle avait 2 chambres, un salon donnant directement sur le jardin, et une cuisine dont les fenêtres donnaient sur la mer. C'est magnifique. Ai-je dit au chauffeur de taxi. C'est à toi. Oui, c'est à moi. Quelle chance tu as. Vivre ici, c'est comme être en vacances permanentes. Il avait raison. En me promenant dans le jardin, écoutant le bruit des vagues, je me suis sentie plus calme que je ne l'avais été depuis des années. Francisco avait pensé à tout. Il avait choisi un endroit où je pourrais être heureuse, un endroit où je pourrais prendre un nouveau départ si besoin, et peut-être que c'était le cas. Au retour, Louis m'a parlé de sa propre famille. J'ai 3 enfants, madame. 2 me rendent souvent visite, mais le cadet, il a déménagé après son mariage. Sa femme ne nous aime pas, beaucoup. Et comment gères-tu ça? Au début, ça m'a fait très mal, mais j'ai compris qu'on ne peut pas forcer les gens à nous aimer, pas même ses enfants. Le véritable amour doit être gratuit. Ces mots m'ont hanté tout au long du trajet du retour. En rentrant, une camionnette inconnue était garée devant. Dans le salon, David était avec un homme que je ne connaissais pas. Maman, voici maître Martinez, notre avocat. Il faut qu'on te parle. Mon cœur battait fort, mais je gardais mon sang-froid. De quoi as-tu besoin de me parler? Monsieur Martinez se leva. C'était un jeune homme, vêtu d'un costume coûteux et d'un sourire qui ne m'inspirait pas confiance. Madame Vérénice, votre fils s'inquiète pour votre bien-être. Il m'a dit que vous étiez confuse ces derniers temps. Confuse, oui. Vous preniez des décisions irrationnelles, vous aviez des accès de paranoïa. J'ai regardé David, incrédule. Vous lui avez dit que j'étais confuse. David a évité mon regard. Maman, l'autre jour, vous avez dit des choses absurdes. Vous avez accusé votre propre famille de vous avoir volé. Parce qu'ils m'ont volé. L'avocat est intervenu. Madame, d'après ce que votre fils m'a dit, vous accusez votre famille d'avoir vendu vos biens sans autorisation, mais il m'explique que vous êtes une famille unie qui prend des décisions ensemble pour le bien de tous. Des décisions communes. Quand m'avez-vous consulté avant de vendre la montre? Madame, parfois, les personnes âgées peuvent mal interpréter des situations normales. Monsieur Martinez, quel âge avez-vous? 32 ans, madame. 32 ans. Et vous osez me dire, qui a 74 ans, que vous avez mal interprété des situations normales. Madame, ce n'est pas à cause de votre âge, c'est parce que... Pourquoi? À cause de ma prétendue confusion, à cause de ma prétendue paranoïa. David a finalement parlé. Maman, nous voulons juste vous aider. Aidez-moi en faisant venir un avocat pour me déclarer incompétent. Personne n'a mentionné de vous déclarer incompétent. Alors, pourquoi l'avocat est-il là? L'avocat s'est éclairci la gorge. Madame Vérénice,
votre fils envisage de demander une évaluation psychiatrique pour assurer votre bien-être. Une évaluation psychiatrique pour assurer mon bien-être ou le sien. Maman, s'il vous plaît. David, vous me prenez vraiment pour une folle? Je ne pense pas que vous soyez folle. Je pense que vous êtes confuse. Confuse à propos de quoi? De ce qui est arrivé à la montre, de notre conversation de l'autre jour, de tout. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui où Francisco et moi avions passé tant d'après-midi à discuter, à planifier notre avenir, celui d'où j'avais vu David grandir. Maître Martinez, puis-je vous poser quelques questions? Bien sûr, madame. Croyez-vous qu'une personne de 74 ans a le droit de décider de ses biens? Eh bien, oui, tant qu'elle est saine d'esprit. Et croyez-vous que défendre mes droits signifie que je ne suis pas saine d'esprit? Pas nécessairement. Mais, maître, mon fils vous a dit qu'on m'avait volé une montre. Est-ce vrai ou faux? David s'étendit. Maman, David, laissez maître Martinez répondre. Maître Martinez, mon fils vous a dit que lui et sa femme avaient vendu ma montre sans ma permission. L'avocat regarda David avec nervosité. Eh bien, il m'expliqua qu'ils avaient pris une décision familiale. Une décision familiale, sans inclure le propriétaire de l'objet. Cela lui semble normal. Madame, si j'ai bien compris, vous vivez ensemble et non, maître, ils ne vivent pas avec moi. Ils viennent me rendre visite. C'est ma maison. Maman, s'il vous plaît, ne compliquez pas les choses. Compliquer les choses, David. Appeler les choses par leur nom, c'est compliqué. Je me suis levée et je suis allée à mon bureau. J'ai sorti les documents que Francisco m'avait laissés. Maître Martinez, pourriez-vous me dire si ces documents sont en règle? Je lui ai remis les relevés bancaires et l'acte de propriété de la maison de plage. L'avocat les a examinés attentivement. Son expression est passée progressivement de la condescendance à la surprise. Madame, ces documents sont parfaitement en règle. Ils sont très importants. Que entendez-vous par important? Je veux dire que vous êtes une femme aux moyens considérables, financièrement indépendante. David s'est approché. Quels sont ces documents, maman? Ce sont les documents que ton père m'a laissés. Les documents que j'ai trouvés grâce à la vente de ma montre. Que veux-tu dire? Je veux dire, ton père savait que cela pouvait arriver, qu'il savait qu'il pourrait essayer de me manipuler, et il m'a laissé les moyens d'être indépendante. Je lui ai brièvement parlé de la montre, de l'horlogerie, du coffre-fort. David pâlissait à chaque mot. Monsieur Martinez a rangé les documents et me les a rendus. Madame Vérénice, il est clair que vous êtes en parfaite santé mentale et que vous avez les ressources nécessaires pour vivre de manière indépendante. Merci, monsieur David, je pense qu'il y a eu un malentendu. Votre mère n'a besoin d'aucune évaluation. David est resté silencieux. Son plan avait complètement échoué. Monsieur le conseiller, combien vous dois-je pour la consultation? Ne vous inquiétez pas, madame, c'est gratuit. J'insiste. Non, il n'y a vraiment eu aucun service rendu. Il est parti, nous laissant seuls, David et moi. Maman, je n'étais pas au courant pour ces documents. Non, tu ne le savais pas, car tu pensais que j'étais une pauvre vieille femme dépendante, facilement manipulable. Ce n'était pas ça, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que c'était? Pourquoi as-tu fait appel à un avocat pour me déclarer incompétente? Parce que je te trouvais bizarre. Bizarre. Me défendre, c'est bizarre. C'est juste que je n'ai jamais été aussi ferme. Et ça t'a fait peur. Oui, David. Sais-tu pourquoi je n'ai jamais été aussi ferme? Pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu à l'être. Parce que ton père me protégeait. Parce que ton père me respectait. Parce qu'avec toi et moi, ton père n'a jamais eu à choisir entre sa dignité et sa famille. David baissa la tête. Maman, je suis désolé. Tu es désolé de m'avoir blessé, ou tu es désolé parce que ton plan n'a pas fonctionné. Je suis désolé de t'avoir blessé. Vraiment? Oui. Alors prouve-le. David se tenait au centre de la pièce, comme s'il ne savait pas quoi faire de ses mains, de son corps, de sa honte. Comment te le prouver, maman? C'est une question à laquelle tu dois répondre, David. Je ne vais plus te dire quoi faire, mais donne-moi un indice. Dis-moi par où commencer. Je l'ai regardé un long moment. Cet homme de 42 ans qui se tenait devant moi avait été mon bébé, l'enfant que j'avais porté dans mes bras pendant des siècles lorsqu'il avait de la fièvre, l'adolescent que j'aidais à faire ses devoirs, le jeune homme que j'ai conseillé lorsqu'il est tombé amoureux de Valéria. À quel moment était-il devenu cet étranger qui se croyait en droit de contrôler ma vie? David, assieds-toi. Il était assis sur le canapé comme un enfant qui attend d'être grondé. Te souviens-tu quand tu avais 12 ans et que tu as perdu ton vélo? Oui. Te souviens-tu de ce qui s'est passé? Un garçon plus âgé me l'a pris dans le parc. Et qu'as-tu fait?
Je suis rentrée à la maison en pleurant. Et qu'ai-je fait? Tu es parti avec moi à la recherche de l'enfant. Nous l'avons retrouvé et lui avons dit de me rendre le vélo. Et qu'ai-je fait d'autre? David réfléchit un instant. Tu m'as dit d'apprendre à me défendre, que personne n'avait le droit de me prendre ce qui m'appartenait. Exactement. Je t'ai appris que défendre ce qui t'appartient n'est pas une mauvaise chose, c'est du courage. Oui, David, pourquoi penses-tu que c'est mal de ma part de défendre ce qui m'appartient? Ce n'est pas mal, maman. C'est juste que je ne pensais pas que tu le remarquerais. Tu ne pensais pas que je le remarquerais, ou espérais-tu que je ne le remarquerais pas? J'espérais que tu ne le remarquerais pas. Pourquoi? Parce que je savais que tu serais contrarié. Et ça ne te disait rien? Le fait que tu saches que je serais contrarié ne t'a pas fait penser que tu ne devrais peut-être pas le faire. David passa ses mains dans ses cheveux. Oui, il aurait dû me dire quelque chose. Mais tu l'as fait quand même. Oui. Pourquoi? Parce que j'étais désespérée. Les affaires allaient mal. Nous étions endettés, et je pensais que tu ne comprendrais pas. Tu pensais que je ne comprendrais pas qu'ils avaient besoin d'argent. Je pensais que tu ne comprendrais pas que c'était une urgence. David, t'ai-je déjà refusé de l'aide alors que tu en avais vraiment besoin? Il resta silence. Quand tu t'es marié et que tu as eu besoin d'argent pour la compte de ta maison, qu'ai-je fait? Tu m'as donné l'argent. Sans poser de questions. Sans poser de questions. Quand Valéria est tombée enceinte et a perdu le bébé, et que tu as eu besoin d'argent pour tes frais médicaux, qu'ai-je fait? Tu m'as donné l'argent. Sans poser de questions. Sans poser de questions. Alors, pourquoi ne m'as-tu pas demandé l'argent cette fois? David soupira profondément, car cette fois, ce n'était pas juste de l'argent, c'était beaucoup d'argent, et il savait que tu allais lui demander pourquoi exactement on en avait besoin. Et c'était grave. Ce n'était pas grave, mais on avait honte. Submergé par quoi? Honte que les affaires soient si mauvaises. Honte d'avoir pris de mauvaises décisions. Honte de devoir te demander de l'aide à nouveau. David, ils ont préféré me voler plutôt que d'avoir honte. Ce n'était pas du vol, maman. Comment appelle-t-on prendre quelque chose qui ne t'appartient pas sans la permission du propriétaire? C'était une décision désespérée, David. Une décision désespérée aurait été de venir me voir, de m'expliquer la situation et de me demander de l'aide. Ce que tu as fait était égoïste. Tu as raison. Penses-tu vraiment que j'ai raison, ou me dis-tu simplement ce que tu penses que j'ai envie d'entendre? Je pense vraiment que tu as raison. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? David réfléchit plusieurs minutes. Je voyais bien qu'il se débattait intérieurement, cherchant les mots justes. Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas comment arranger ça. Veux-tu vraiment arranger ça? Oui. Ou veux-tu que les choses redeviennent comme avant pour que tu te sentes plus à l'aise? Je veux vraiment arranger ça. Bon. Alors, commençons par le commencement. Quel est le principe? Le principe, c'est que tu reconnaisses ce que tu as vraiment fait. Pas d'excuses, pas de justification, pas de minimisation. David prit une grande inspiration. Bon. Valéria et moi sommes entrés dans ta chambre sans permission. Nous avons pris ta montre sans te demander conseil. Nous l'avons vendue sans te consulter. On t'a menti sur ce qui s'était passé. Et quand tu nous as confrontés, on a essayé de justifier nos actes au lieu d'assumer nos responsabilités. Et qu'est-ce que ça te fait ressentir? Ça me fait un mal fou. J'ai l'impression d'être une personne que je n'aime pas. Pourquoi est-ce que tu ressens ça? Parce que j'ai blessé la personne qui m'a le plus aimé dans ma vie. Parce que j'ai trahi la confiance de la femme qui m'a tout donné. Parce que je me suis comporté comme un voleur. J'ai vu des larmes dans ses yeux. C'étaient les premières vraies larmes que j'ai vues depuis le début de tout ce problème. David, comprends-tu pourquoi je ne peux pas simplement pardonner et oublier? Oui. Je comprens. Comprends-tu pourquoi j'ai besoin que les choses changent? Oui. Comprends-tu pourquoi je ne peux plus te faire confiance comme avant? Oui, je comprends. Bon, c'est la première étape. Quelle est la deuxième étape? La deuxième étape consiste à parler à Valéria, à lui expliquer ce que tu viens de comprendre, et à décider ensemble si vous êtes prêts à faire les changements nécessaires pour reconstruire cette relation. Quel genre de changement? C'est à toi de décider, mais il faut que ce soit de vrais changements, pas des promesses en l'air. David s'éleva. Puis-je te demander quelque chose, maman? Bien sûr. Y a-t-il une chance que les choses redeviennent comme avant? Non, David, rien ne sera plus jamais comme avant. Son visage s'assombrit. Alors, j'ai perdu ma mère pour toujours. Tu n'as pas perdu ta mère, mais tu as perdu la mère qui l'a laissé manquer de respect. Tu as perdu la mère qui ne fixait pas de limites. Tu as perdu la mère qui cédait toujours pour éviter les conflits. Et quel genre de mère me reste-t-il? Il te reste une mère qui t'aime, mais qui s'aime aussi.
Il te reste une mère qui te soutiendra quand tu en auras vraiment besoin, mais qui ne se laissera pas maltraiter. Il te reste une mère qui te respectera si tu la respectes. Cette mère me pardonnera. Cette mère t'a déjà pardonné, David. Mais cette mère n'oubliera pas et ne permettra pas que cela se reproduise. David est venu me serrer dans ses bras. C'était un câlin différent. Ce n'était pas celui d'un fils qui tenait l'amour de sa mère pour acquis. C'était celui d'un homme dont j'avais compris que j'avais failli perdre quelque chose de précieux. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, David. Mais aimer ne signifie pas se laisser blesser. Je comprens. Vraiment. Oui, vraiment. Il est parti cet après-midi-là avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années, un mélange d'humilité et de détermination, comme s'il avait enfin compris qu'être adulte signifiait assumer les conséquences de ses actes. Ce soir-là, je me suis assise sur mon lit, la montre de Francisco entre les mains. Je l'ai regardé fonctionner. J'ai écouté son tic-tac régulier. Ce petit objet avait déclenché une révolution dans ma vie. Une révolution que Francisco avait planifiée depuis le début. Merci, mon amour, ai-je murmuré à la montre. Merci de m'avoir appris que je suis encore forte. 3 jours plus tard, David est revenu. Cette fois, il était seul. Maman, j'ai parlé à Valeria, et au début, elle n'a pas compris pourquoi tu avais raison, mais après beaucoup de discussions, après que je lui ai expliqué tout ce que tu m'avais dit, je crois qu'elle commence à comprendre. Je crois qu'elle résiste. Elle dit que tu dramatises, que tu exagères. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit que si elle était à ta place, elle réagirait pareil, voire pire. Et qu'a-t-elle répondu? Elle s'est mise en colère. Elle dit que la comparaison n'est pas valable parce qu'elle ne se serait jamais laissée traiter comme ça. Réponse intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle admet que j'ai été maltraitée, mais dit qu'elle ne se serait pas laissée faire. David est resté silencieux un instant. Tu as raison. Je n'avais pas vu cette contradiction. David, Valeria est prête à changer. Je ne sais pas, maman. Honnêtement, je ne sais pas. Et que vas-tu faire si elle ne veut pas? Je ne sais pas non plus. Enfin, au moins, tu es honnête. Maman, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant? Dis-je en souriant. Je vais la vivre, David. Je vais la vivre à ma façon. 2 semaines après cette conversation avec David, j'ai pris une décision qui a tout changé. J'ai emménagé dans la maison de plage. Ce n'était pas une décision impulsive. C'était une décision réfléchie, calme et définitive. La maison où j'avais vécu avec Francisco pendant 40 ans était pleine de beaux souvenirs, mais elle était aussi devenue le théâtre de la trahison de ma propre famille. J'avais besoin d'un nouvel endroit, un endroit où je pourrais être la femme que Francisco avait toujours su que j'étais. Ce déménagement a été étonnamment libérateur. Je n'ai emporté que l'essentiel, mes vêtements, quelques photos, les livres préférés de Francisco et, bien sûr, sa montre. J'ai laissé tout le reste dans la maison. David pouvait la vendre s'il le voulait, je m'en fichais. Le premier jour dans ma nouvelle maison, je me suis réveillée au son des vagues. J'ai ouvert les rideaux et j'ai vu la mer s'étendre à perte de vue. C'était comme me réveiller dans un rêve. J'ai pris mon petit déjeuner dans le jardin, la montre de Francisco au poignet. Regarde où on a atterri, mon amour, ai-je dit au vent. Exactement là où tu l'avais prévu. David est venu me rendre visite le 3e jour. Il est arrivé en voiture, visiblement nerveux. Maman, tu vas vraiment rester ici? Oui, David. C'est ma maison maintenant, mais c'est tellement loin de tout. Et si tu as besoin de quelque chose? J'apprendrai à prendre soin de moi, comme j'aurais dû le faire depuis longtemps. Je me suis assis sur la petite terrasse surplombant la mer. Ça a l'air paisible. C'est paisible. Il n'y a pas de drame. Aucune manipulation. Personne ne prend mes affaires sans permission. Maman, tu es toujours en colère? Non, David, je ne suis plus en colère, je suis en paix. En paix, oui, en paix avec la décision de faire passer mon bien-être avant tout. En paix avec la décision de ne pas me laisser manquer de respect. En paix avec l'idée de vivre seul, mais dignement. David a regardé vers la mer. Valeria et moi pouvons te rendre visite. Valeria comprend maintenant pourquoi j'ai déménagé. Elle commence à comprendre. Elle commence à dire qu'elle a peut-être mal réagi, qu'elle n'a peut-être pas saisi l'importance de la montre pour toi. Peut-être, maman. Valeria est fière. C'est difficile pour elle d'admettre ses torts. David, je suis fière aussi, mais j'ai appris que la fierté ne vaut pas plus que la dignité. Que doit faire Valeria pour que tu lui pardonnes? Elle n'a pas besoin que je lui pardonne. David doit se pardonner. Elle doit comprendre que ce qu'elle a fait était mal. Elle doit décider quel genre de personne elle veut être.
Et en attendant, je serai heureuse ici, avec ou sans toi. Cet après-midi-là, après le départ de David, je me suis promenée le long de la plage. C'était une petite plage tranquille, fréquentée principalement par les pêcheurs du coin et quelques familles du coin. Une dame âgée qui habitait à côté m'a abordée. Vous devez être la nouvelle voisine. Je m'appelle Martha. Enchantée de vous rencontrer, Martha. Je m'appelle Vérénice. Elle est venue passer quelques jours de vacances. Non, je me suis installée ici définitivement. Comme c'est merveilleux. Il manquait quelqu'un dans cette maison. Son mari venait de temps en temps, mais il avait toujours l'air triste car elle était vide. Il a rencontré mon mari. Bien sûr. Francisco était un homme très gentil. Il me demandait toujours comment était le jardin, si la maison était bien entretenue. Il disait qu'un jour sa femme viendrait vivre ici. Il disait vraiment ça. Il disait souvent que tu étais une femme très forte, mais que le monde te l'interdisait parfois. Il disait que cette maison était pour quand tu serais prête à être libre. J'étais sans voix. Francisco avait mieux compris mon avenir que moi-même. Veux-tu prendre un café demain? M'a demandé Martha. Puis-je t'en dire plus sur Francisco et le quartier? J'aurais adoré. Ce soir-là, je me suis assise sur la terrasse à regarder les étoiles. C'était la première fois depuis des années que je me sentais complètement maîtresse de ma vie. Je n'attendais pas que quelqu'un arrive. Je ne m'inquiétais pas de ce qu'on pourrait voler dans ma chambre. Je ne marchais pas sur la pointe des pieds pour éviter les conflits. J'étais simplement moi-même. Le lendemain, Martha est venue prendre un café. Elle m'a raconté que Francisco venait tous les 2 ou 3 mois pour surveiller la maison, qu'il parlait toujours de moi avec tant d'amour et d'admiration. Il disait que tu t'étais tant sacrifiée pour la famille, que tu avais été une si bonne mère et épouse que parfois tu oubliais d'être Vérénice. Il a dit ça. Oui. Et il a dit que cette maison était faite pour te rappeler qui tu étais avant d'être mère et épouse. Ces mots m'ont profondément touchée. Francisco me connaissait mieux que quiconque. Il avait vu ce que j'avais perdu au fil des ans. Une semaine plus tard, David est revenu. Cette fois, il avait amené Valeria. Elle semblait mal à l'aise, mais elles étaient venues. Vérénice, a dit Valeria d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Une voix sans arrogance. Je suis venue m'excuser. M'excuser auprès de toi pourquoi, précisément, pour avoir pris ta montre sans permission, pour l'avoir vendue sans te consulter, pour t'avoir traité comme si tes sentiments n'avaient aucune importance. Et pourquoi t'excuses-tu maintenant? Parce que David m'a fait comprendre quelque chose. Quoi? Il m'a demandé ce que je ressentirais si ma belle-mère entrait chez moi et vendait les boucles d'oreilles de ma mère pour payer ses dépenses. Et toi, comment te sentirais-tu? Furieuse, trahie et méprisée. Et j'ai compris que c'était exactement ce qu'on t'avait fait. Pour la première fois depuis le début de tous ces ennuis, Valeria semblait sincère. Valeria, comprends-tu pourquoi j'ai déménagé ici? Je comprends que tu avais besoin d'espace. Je comprends que tu ne pouvais pas continuer à vivre dans un endroit où on t'avait méprisé. Et tu comprends que ce n'était pas qu'une montre. Je comprends que c'était bien plus que ça. Il s'agissait de te traiter comme si tu étais invisible. Il s'agissait de supposer que nous pouvions prendre des décisions à ta place. Il s'agissait de ne pas tenir compte de tes sentiments. Je suis restée silencieuse un moment, à l'observer. Elle semblait sincèrement désolée. Que allez-vous faire différemment maintenant? David prit la parole en premier. Nous allons te respecter. Nous allons te consulter avant de prendre toute décision qui te concerne. Nous allons te traiter comme la femme indépendante que tu es. Et toi, Valeria, je vais admettre que je n'ai pas compris ce que signifie vieillir avec grâce. Je vais arrêter de supposer que tu sais ce qui est le mieux pour toi. Je vais valoriser ton expérience au lieu de la rejeter. Ça veut dire que je peux te rendre visite à nouveau. Bien sûr, maman, mais seulement si tu le souhaites. Et ça veut dire que tu peux me rendre visite ici. On y va? Demanda Valeria avec espoir. Tu peux, mais les règles sont différentes maintenant. Quelles règles? La règle, c'est que tu me traites comme une adulte indépendante qui mérite le respect. La règle, c'est que tu ne présumes de rien sur mes besoins ou mes envies. La règle, c'est que tu me demandes avant de commenter ma vie. Ces règles nous semblent justes, dit David. À toi aussi, Valeria. Oui aussi. Cet après-midi-là, après leur départ, je me suis assise sur ma terrasse avec une tasse de thé. Le soleil se couchait sur la mer, créant un spectacle de couleurs à couper le souffle. J'ai pris la montre de Francisco et je l'ai tenue dans ma main. On y est arrivé, mon amour. J'ai atteint le point où tu l'avais prévu. L'horloge continuait de tourner. Tic-tac-tac. Mais désormais, chaque seconde m'appartenait entièrement. Je n'étais plus la veuve vulnérable attendant les miettes d'attention de sa famille. J'étais Vérénice,
une femme de 74 ans qui avait appris qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité. Une femme qui avait découvert que la solitude choisie vaut bien mieux qu'une compagnie irrespectueuse. Une femme qui avait trouvé sa force non pas dans les cris ou les disputes, mais dans des limites fermes et des décisions courageuses. Des mois plus tard, David et Valeria étaient devenus des visiteurs fréquents, mais respectueux. Ils apportaient à manger, restaient déjeuner. Ils me racontaient leur vie, mais ils n'essayaient plus de décider à ma place. Ils ne pensaient plus savoir ce qui était le mieux pour moi. Notre relation avait changé à jamais. Ce n'était plus la relation entre une mère vulnérable et ses enfants autoritaires. C'était la relation entre des adultes qui se respectent. Et c'était, j'ai finalement compris, exactement ce que Francisco avait prévu pour moi. La liberté d'être respectée, la liberté d'être valorisée. La liberté d'être moi-même. L'horloge continuait de tourner parfaitement, marquant chaque seconde de ma nouvelle vie. Une vie où chaque instant m'appartenait entièrement, une vie vécue selon mes propres conditions.